Vous, précisément, combien de ponts dans la région que vous présidez, l'Île-de-France, sont aujourd'hui menacés de fragilité après l'accident survenu hier en Haute-Garonne? Alors ce que je sais, c'est que l'État a réalisé au lendemain de la tragédie de Gênes un audit de toutes les infrastructures critiques de l'Île-de-France et travaille à leur remise à niveau, puisque vous savez que l'année dernière, l'A15, l'autoroute qui part dans le Val d'Oise, ou la N118 ont été fermées temporairement pour justement pouvoir renforcer le pont de Gennevilliers et le pont de Sèvres. Donc il y a eu cet audit, et donc je pense que le ministère des Transports surveille toutes les infrastructures critiques de l'Île-de-France avec beaucoup d'attention. Pour vous, le rapport a été suivi des faits ces derniers mois. Il y a eu effectivement des travaux engagés au bon rythme. Absolument. Et j'en ai parlé avec la ministre des Transports à l'époque. Je lui ai dit, est-ce que l'État surveille bien les infrastructures critiques? Et elle m'a dit, oui, elles sont complètement sous surveillance. Donc je fais confiance à l'État. Renaud Dely. Le 5 décembre prochain, Valérie Pécresse, on annonce un grand mouvement social avec un mouvement notamment à la RATP, à la SNCF, une grève reconductible contre la réforme des retraites présentée par le gouvernement. Éric Coquerel, le député de la France Insoumise de la région Île-de-France, aussi du département Seine-Saint-Denis, était invité ici même à votre place hier. Et voici comment, lui, il attend cette journée du 5 décembre et celles qui suivront. Il y a des appels à la RATP à grève reconductible, appel à la SNCF, appel à grève reconductible, plus différents autres appels de syndicats ici ou là qui pensent que c'est la grève générale reconductible qui serait le bon moyen. Je pense effectivement que à un moment donné, c'est ce que j'appellerais l'arme fatale des salariés, l'arme fatale des travailleurs qui permet de manière pacifique, de faire reculer un projet de loi. Va-t-on, selon vous, Valérie Pécresse, à partir du 5 décembre, vers un embrasement social généralisé ? J'ai très peur, effectivement, d'une grève générale qui non seulement emboliserait l'Île-de-France, mais plongerait dans la détresse des millions d'habitants de l'Île-de-France, mais dans toute la France, tous ceux qui essayeront d'aller travailler et qui n'auront pas de train, qui n'auront pas de métro. Donc la vérité, c'est que j'ai beaucoup de réserves sur cette réforme des retraites. Je les exprime d'ailleurs dans un livre que je viens d'écrire. Dont on va parler dans quelques instants. Mais j'ai appelé les syndicats de la RATP et de la SNCF à faire preuve d'un esprit de responsabilité. Moi, je crois au droit de grève. Je crois que le droit de grève permet d'exprimer des revendications. Mais je pense que ce droit de grève, au XXIe siècle, il devrait être complètement compatible avec le droit des salariés, les autres, à aller travailler. Et c'est pour ça que j'ai dit à la RATP et à la SNCF, à leurs syndicats, ne rendez pas votre cause impopulaire en plongeant dans la détresse des millions de personnes, en les prenant en otage. Et j'ai dit aussi à la SNCF et à la RATP, assurez le service minimum aux heures de pointe. Et si vous l'assurez pas, il faudra rembourser. Il faudra rembourser les voyageurs. Parce que c'est plus possible. La continuité des services publics, elle doit être assurée dans la République française. La balle est dans le camp pour vous des syndicats ou du gouvernement qui doit amender sa réforme ou la modifier dans les jours qui viennent? Le problème de cette réforme des retraites, c'est le vice de départ, c'est que Emmanuel Macron n'a pas compris qu'il allait y avoir un déficit du régime des retraites. Et hier, quand le comité d'orientation des retraites a rendu son rapport en disant il risque de manquer entre 8 et 17 milliards d'euros pour assurer le paiement en 2025, des retraites en 2025, il a dit ce que nous, la droite, nous disons depuis un bon moment, c'est qu'en réalité, avec l'espérance de vie qui augmente, on va devoir travailler plus longtemps. Et donc le gouvernement se retrouve complètement au porte-à-faux. Il a une réforme de la retraite à points qui fait beaucoup de perdants, et il a aussi à tenir un discours de vérité qui est il va falloir travailler plus longtemps. Donc le problème du gouvernement, c'est qu'il est pris maintenant entre le marteau et l'enclume d'une réforme mal ficelée et d'une obligation de combler les déficits. Plus longtemps, c'est jusqu'à quel âge, selon vous, Valérie Pécresse? Il faut donc reporter l'âge légal du départ en retraite jusqu'à quel âge? Moi, je crois qu'il faudrait que la réforme à points, on ne l'applique qu'aux nouveaux entrants, qu'on arrête d'aller toucher aux droits acquis pendant des années et des années par des Français qui ont travaillé, qui ont un contrat de confiance avec le gouvernement et avec l'État, plus exactement. Les gouvernements passent. Si on ne touche pas aux droits acquis, on touche à quoi? On dit qu'à partir de maintenant, tous ceux qui seront recrutés auront tous les mêmes droits et seront au même régime, à partir de maintenant. Et en revanche, on dit à tous ceux qui sont aujourd'hui en activité, si vous voulez qu'on maintienne vos retraites, il va falloir travailler un peu plus longtemps parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt tenu par la gauche que par la droite aujourd'hui, celui que vous tenez, Valérie Pécresse, c'est-à-dire la réforme, oui, mais dans 40 ans. Non, la réforme à points, pour tout le monde, pour les nouveaux entrants, parce qu'on ne change pas les règles du jeu en cours de route. Et en revanche,
si on veut préserver les retraites de tout le monde, eh bien on se retrousse les manches et on part à la retraite à 64 ou 65 ans, comme dans tous les autres pays. Et ça nous permettra aussi de tenir compte de la pénibilité de certains métiers et de dire, dans certains métiers, on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans. Ça veut dire que dans la même entreprise, deux salariés pourront avoir un âge de départ différent. Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé à France Télécom quand on a changé le statut de France Télécom, c'est ce qui s'est passé pour les infirmières quand on a changé le statut des infirmières. Ça a toujours été le cas. Moi, je pense que quand on démarre une vie active, on la démarre avec des règles du jeu. On peut pas dire à des gens qui ont aujourd'hui 50 ans, qui ont cotisé 30 ans, écoutez, vous allez perdre 300 €, vous allez perdre 500 € sur tout ce que vous avez cotisé, et à la fin de votre vie, les règles vont être différentes. Ça veut dire que le gouvernement veut supprimer ce qu'on appelle les régimes spéciaux. C'est aussi d'ailleurs une des sources de la mobilisation du 5 décembre. Vous voulez les maintenir pour ceux qui sont aujourd'hui toujours dans l'attente de leur retraite. Moi, je veux que les règles du jeu... Mais vous savez, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'on en fait des régimes spéciaux ? Vous allez comprendre. Mais moi, je crois qu'on a signé des contrats de confiance avec les salariés qui ont des règles du jeu dans la tête. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a 50 ans et qui est à la RATP, il n'a peut-être pas mis de côté de l'argent pendant sa vie. Il l'a pas mis de côté parce qu'il s'est dit, j'ai un régime qui va me protéger. Voilà. Donc, si vous voulez, on a des anticipations, on fait des calculs. C'est comme, par exemple, ceux qui disent il faut changer les régimes de reversion. Mais les femmes, les pensions de reversion pour les veuves. Mais les femmes qui ont arrêté de travailler pour élever leurs enfants, quand elles ont arrêté de travailler, elles se sont dit j'arrête de travailler parce que mon mari travaille pour moi et que si je suis veuve un jour, j'aurai sa pension de reversion. Quand on fait des choix dans la vie, et mon livre est sur les choix qu'on fait dans la vie. Toute la vie, c'est des choix. Quand on fait des choix dans la vie, on les fait en se pensant que les règles du jeu vont pas changer. Donc le gouvernement ne peut pas. Oui, cette réforme sera injuste si elle change en cours de route les règles du jeu. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'opposition. C'est parce qu'elle change en cours de route les règles du jeu. Moi, je suis pour la réforme. Je suis réformatrice. Je ne suis pas favorable. Mais la réforme tranquille. Oui, mais je ne suis pas exactement. Mais je ne suis pas favorable à ce qu'on change les règles du jeu quand, en confiance, les gens ont signé. Et c'est pas juste. On va parler, Valérie Pécresse, dans un instant, si vous voulez bien, du malaise en ce moment dans les facs. On abordera également ce livre que vous publiez donc aux éditions Robert Laffont. Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec Mélanie Delaunay à 9h-20 sur France Info. La réponse du gouvernement à la mobilisation contre la précarité étudiante. La ministre de l'Enseignement supérieur annonce sur RTL que la trêve hivernale va s'appliquer dans les cités universitaires. Aussi la création d'un numéro dédié aux étudiants précaires 11 jours après l'immolation par le feu d'un jeune homme à Lyon. Le poids du camion et la résistance de l'ouvrage au cœur de l'enquête au lendemain de la mort de 2 personnes dans l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn en Haute-Garonne. Il faut quasiment exiger que chaque gestionnaire tienne un carnet de santé à jour pour chaque ouvrage d'art, estime sur France Info le sénateur Michel Dagbert, co-rapporteur de la mission d'information sur la sécurité des ponts. Un déficit entre 8 et 17 milliards d'euros en 2025 pour notre système de retraite. C'est la conclusion d'un rapport du Conseil d'orientation des retraites que France Info a pu consulter. Emmanuel Macron souhaite un retour à l'équilibre avant l'entrée en vigueur du nouveau régime. Un an après l'arrestation de Carlos Ghosn au Japon, les enfants de l'ancien patron de Renault-Nissan dénonce un système juridique cruel et injuste. Il demande un procès équitable. Tribune à lire sur franceinfo.fr. France Info. Et tout est plus clair. Valérie Pécresse, question à l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur. Le gouvernement dévoile donc ce matin une première réponse à la crise dans les universités avec ce numéro de téléphone qui sera dédié aux étudiants les plus précaires. C'est l'une des pistes que vous auriez retenues vous aussi. Ce que je constate, ça va bien au-delà des étudiants. Moi, je constate une montée très forte de la précarité dans toute la société française et aussi une montée en puissance d'une forme de détresse et de souffrance psychique. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'année prochaine, nous allons à la région Île-de-France, je proposerai aux conseillers régionaux que notre grande cause régionale sera sur la prévention des suicides. Parce que je sens aujourd'hui monter dans toute une série de professions. On parle des étudiants aujourd'hui avec ce tragique accident du jeune qui s'est immolé par le feu à Lyon, mais on a eu aussi des enseignants, on a des personnels soignants, on a des policiers, on a des agriculteurs qui aujourd'hui mettent fin à leur jour. Je pense que la société française est en train de devenir une société brutale. Je pense qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat qui sont
complètement sous-estimé, et je pense que le pays doit se retrousser les manches pour essayer de faire une chaîne de solidarité. Et c'est vrai, ce numéro pour les étudiants sera utile, parce qu'il y a des fonds d'aide d'urgence pour les étudiants, mais ils ne sont pas forcément pas toujours connus, pas toujours actionnés. Et de la même façon, nous avons des dispositifs d'aide d'urgence pour aider, de soutien psychologique. Moi, je finance aujourd'hui, c'est terrible à dire, je finance aujourd'hui un numéro d'appel, d'aide et de soutien pour les personnels soignants, par exemple, qui sont aujourd'hui souvent en burn-out en Île-de-France. Et c'est eux-mêmes qui ont ressenti le besoin de cette ligne d'écoute. Donc, je pense qu'on a besoin de plus d'écoute. Je pense qu'on a besoin que nos systèmes sociaux soient plus efficaces et surtout qu'ils soient plus accessibles à ceux qui en ont besoin. Plus d'écoute et plus de moyens également pour les étudiants boursiers. Les bourses ont été gelées pendant 3 ans avant d'être augmentées d'un peu plus d'1% seulement cette année. Il faut un geste ? Moi, je crois que sur la précarité étudiante, le sujet, c'est vraiment le logement. On a des bourses qui sont relativement élevées, on a des frais d'inscription qui sont très faibles, en tout cas à l'université. Ce que je constate, c'est qu'en revanche, il y a des filières qui sont très chères. L'autre jour, je visitais un centre pour de jeunes qui veulent se lancer dans les métiers de la mode. Les écoles de mode, c'est 10 000 € par an. Les écoles d'infirmières, c'est 7 000 € par an. Donc, il y a un paradoxe. Université, finalement, très peu cher, avec quelques centaines d'euros l'inscription, et à côté de ça, des écoles pour des métiers de passion qui sont à des prix exorbitants. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus, et je pense qu'il faut travailler sur le logement étudiant. Les universités ont des terrains, qu'elles nous les mettent à disposition, ces terrains, qu'on pourra construire plus de logements étudiants. Ça s'autofinance, le logement étudiant, il nous faut juste du terrain. Renaud Dely. Valérie Pécresse, vous publiez donc un livre qui s'intitule « Et c'est cela qui change à tout », qui est publié aux éditions Robert Laffont, dans lequel vous retracez votre parcours politique et puis vous faites un certain nombre de propositions pour l'avenir. Au fil de ce parcours que vous décrivez, on voit, en tout cas c'est ce que vous cherchez à montrer, que vous n'êtes pas forcément celle dont les Français ont l'image, que vous êtes peut-être différente. Selon vous aujourd'hui, quelle est l'image que les Français ont de vous ? Vous dites que ces caricatures, vous en souffrez en quelque sorte. Mais non, mais si vous lisez le livre, vous voyez tous les coups, toutes les violences, toutes les épreuves que j'ai dû traverser, et vous comprenez que, en fait, je me suis construit une espèce de carapace très épaisse pour justement pas faire ma petite victime, parce que j'étais une femme et que je ne voulais pas justement montrer de signes de faiblesse. Vous parlez des universités, moi, on m'a brûlé en effigie. On m'a brûlé en effigie dans l'amphi de la Sorbonne, quand j'étais ministre et que j'ai fait la réforme des universités. Alors Alain Juppé, à l'époque, m'avait gentiment appelé et m'avait dit « T'inquiète pas, ça m'est arrivé aussi en 95, ça fait pas mal quand on te brûle en effigie. » Non, ça fait pas mal, mais quand même, c'est une violence forte. Se voir brûler en effigie, c'est quand même une violence forte. Violence qui est plus forte parce que vous êtes une femme ? Non, mais que j'ai plus cachée parce que j'étais une femme et que je ne voulais pas qu'on en parle. Vous savez, quand votre fils revient avec un t-shirt déchiré du lycée et qui vous dit « je me suis battue à l'école » et que vous lui dites « mais ça va pas, tu t'es battue à l'école » et qui vous dit « oui, mais tu comprends, mon petit camarade, il a dit que tu avais couché pour être ministre », je pense pas que ça arrive à un homme, vous voyez. Ou quand vous faites votre première émission avec Laurent Ruquier pour présenter un premier ouvrage sur ce que vous pensez en politique et qui vous dit « et vous, Madame Pécresse, avec qui vous avez couché pour en arriver là ?» que vous lui répondez « mais Monsieur Ruquier, est-ce que vous poseriez cette question à Jean-François Copé, à Xavier Bertrand, à François Baroin ?» et qui vous dit « ah bah bien sûr, je le ferai », et que cette partie-là est coupée au montage et que jamais cette question n'a été posée à un homme. Après tout, soyons égalitaires, soyons pas genrés, posons les mêmes questions aux hommes et aux femmes. Ce sexisme, vous en parlez effectivement dans le livre. Quelle est la phrase la plus sexiste que vous ayez entendue dans le monde politique, de la part d'un politique ? Vous parlez notamment d'un entretien avec l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Oui, non mais c'est peut-être pas le plus sexiste, parce que ce qu'il a dit, il le pensait vraiment. Qu'est-ce que vous avez dit ? Mon entretien d'embauche, si je puis dire, quand je suis partie chez Chirac au lendemain de la dissolution ratée, parce que je voulais le rejoindre et que je l'admirais profondément, Dominique de Villepin m'a dit, il m'a dit deux choses. Il m'a dit d'abord, vous savez que vous êtes favorite pour ce poste uniquement parce que vous êtes une femme. Bon, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes. C'est assez sexiste déjà. Déjà, c'est assez sexiste, mais je lui ai répondu, je n'étais pas déstabilisée. Je lui ai dit, écoutez, ce sera un très bon choix. Et puis, la deuxième phrase qu'il a dite, c'est « mais de toutes les façons, vous ne pourrez jamais faire de la politique
Parce que vous êtes une femme normale et il n'y a que des névrosés en politique. Il n'y a pas de femme normale. Et après, il a énuméré toutes les femmes qui, effectivement, avaient tout sacrifié à la politique, leurs compagnons, n'avaient pas d'enfants, etc. Mais il l'a dit vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'était presque un conseil qu'il me donnait. C'était de me dire, mais vous savez, ne mettez pas le doigt dans cet engrenage-là, parce que c'est un engrenage qui broie la famille. Ça veut dire que ça ne change pas, cet univers, il ne change pas. C'est toujours aussi dur aujourd'hui pour une femme de faire de la politique? Absolument. Une femme qui a été la conseillère de Jacques Chirac, qui a aussi connu le RPR, qui n'était pas un parti connu sur cette question pour son ouverture d'esprit. Non, c'est vrai. D'ailleurs, Éric Besson, qui était avec moi au gouvernement, qui venait du Parti Socialiste, mais qui était ministre d'ouverture de Nicolas Sarkozy, m'avait dit un jour, nous, on est sans doute aussi macho au PS, mais on se tait parce qu'on n'osera jamais dire le quart de ce qu'on entend à droite. Et ça, c'est vrai, les machos s'autocensurent beaucoup plus à gauche. Mais enfin, ils existent quand même. C'est vrai que quand j'ai postulé en 2015 pour être candidate à la région Île-de-France, alors que j'avais déjà conduit la liste en 2010, j'ai quand même entendu, on va quand même pas investir une nana. J'avais quand même 15 ans de vie politique derrière moi. C'est que les choses ne changent pas. Ça évolue quand même, ça progresse, non? Où est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours, encore une fois, aussi difficile? Est-ce que la parité... Regardez le gouvernement d'Emmanuel Macron. Allez, on va faire le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il est paritaire. Ah oui, le Premier ministre, c'est un homme. Le président de l'Assemblée, c'est un homme. Le président du groupe En Marche, c'est un homme. Le président du parti En Marche, c'est un homme. Le ministre de l'Intérieur, c'est un homme. Le ministre des Finances, c'est un homme. Les Républicains, le patron est un homme, le numéro 2 est un homme, le numéro 3 est un homme. Ah oui, non mais attendez, c'est même mieux que ça. Je les ai quittés, donc c'est plus mon affaire, mais je crois que l'équipe politique, je crois qu'il y a 2/3 ou 3/4 d'hommes. Bon, mais c'est classique. Alors, à la place qui est la mienne, j'essaie de faire monter des femmes, j'essaie de faire monter des femmes en politique, et j'essaie de leur donner confiance et d'être une figure d'identification. Je voudrais prouver avec ce livre qu'on peut être une femme normale, on peut avoir un homme dans sa vie, on peut avoir des enfants et les élever, et en même temps être une femme politique. Mais je raconte aussi à quel point ça a été difficile, y compris quand ils ont attaqué mes enfants, y compris quand ils ont attaqué mon mari. Est-ce que ce livre, c'est quasiment un passage obligé, une façon de dire, moi aussi j'ai changé, je suis cabossé, j'ai pris des coups dans la vie, donc je suis prête pour l'échéance suprême qui arrive dans quelques mois, c'est-à-dire la présidentielle? Mais je ne fais pas que le dire, Monsieur Fauvel, je le prouve. Si vous avez lu le livre, vous avez vu que effectivement, ma vie n'a pas été un lit de roses. Et surtout, ce qui est important, je crois, c'est d'enlever cette carapace. Je suis à un âge de ma vie où j'ai plus envie de cacher qui je suis, ni de cacher ce que j'ai subi. Parce que je pense, et certaines femmes me le disent qui l'ont lu, me disent « Ah ben vous voyez, je suis conseillère municipale dans mon village ». Ce que vous avez vécu, je le vis aujourd'hui. Moi aussi, on m'attaque. Moi aussi, on me fait des coups bas. Et le fait que vous témoignez, vous qui êtes président de la région de France, c'est important pour moi. Donc vous êtes prête pour 2022, vous le confirmez? Je suis prête en tout cas à essayer de desserrer cet étau entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parce que tout ce que vous avez dit ce matin sur la montée de la précarité, des souffrances, les réformes qui patinent, les problèmes de violence avec ce qu'on a vu encore ce week-end, les gilets jaunes, eh bien ça montre que on a un vrai risque d'arriver des populistes au pouvoir aujourd'hui dans notre pays. Et l'antidote aux populistes, c'est pas les progressistes. Ça n'a jamais été les progressistes. L'antidote aux populistes, c'est une droite ferme sur le régalien et efficace dans ses solutions. Valérie Pécresse, vous restez avec nous. Dans un instant, on vous demandera si vous soutenez une femme à la mairie de Paris, c'est Rachida Dati. Mais d'abord, l'essentiel des titres à 8h50 avec Mélanie Delaunay. 2 enquêtes administratives et judiciaires et une question. Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement du pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn? La résistance de la structure, le poids du camion en question, une trentaine de gendarmes sur les lieux aujourd'hui, au lendemain de la mort de 2 personnes. Le congrès des maires de France débute à Paris. Discours d'Emmanuel Macron cet après-midi. Le chef de l'État qui a décoré 4 élus hier et parlé des gilets jaunes, de la fraternité des ronds-points et des violences qui ont perverti le mouvement, a-t-il dit. Les plus de 300 000 nounous de France appelés à faire grève contre l'obligation d'inscrire leurs coordonnées sur le site de la CAF, atteinte à la protection des données, disent les syndicats d'assistantes maternelles. Gaël Monfils, Benoît Paire, Jo-Wilfried Tsonga et la paire Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert. L'équipe de France de tennis entre en compétition aujourd'hui à Madrid. Premier pas dans la Coupe Davis, nouvelle formule. France Info. Et tout est plus clair. Valérie Pécresse, soutiendrez-vous Rachida Dati, la candidate des Républicains, dans la course à la mairie de Paris?
Eh bien, j'ai, il y a quelques jours, effectivement, tendu la main à Rachida en lui disant que Libre, le parti que je dirige aujourd'hui, qui a un certain nombre d'élus et de personnalités éminentes sur Paris, était prête à faire un partenariat avec elle, parce que je crois qu'il est temps de présenter aujourd'hui un projet d'alternance à Paris. Vous savez que les Libres ont présenté leurs propositions. Ils ont un chef de file qui s'appelle Pierre Licia, qui a écrit un livre sur Paris, qui s'appelle La Honte, et qui dénonce, j'allais dire, la dégradation des conditions de vie dans Paris pour les familles, pour les personnes les plus pauvres, celles qui habitent dans les arrondissements de l'Est, ceux auxquels on ne parle plus, qu'on n'évoque même plus quand on parle de Paris. Et effectivement, j'ai proposé à Rachida Dati que nous puissions trouver un partenariat. Elle a accepté la main tendue pour Paris. J'attends sa réponse. Pour l'instant, vous ne l'avez pas rencontré, vous ne l'avez pas vu, Rachida Dati. Si, bien sûr que si, nous nous sommes vus, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit alors ? Vous le saurez quand j'aurai quelque chose à vous dire. La maire de Paris, Anne Hidalgo, n'a pas caché sa colère hier face à la décision du CIO de s'allier avec Airbnb, la plateforme de location de logements qui va devenir l'un des sponsors officiels du CIO et donc des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Écoutez ce qu'en dit le premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. La maire prend l'engagement d'organiser un référendum auprès des Parisiens immédiatement après les élections, probablement à l'été, de façon, en concertation avec eux, à définir les bonnes conditions d'usage de Airbnb. Et la question sera posée dans chaque quartier, parce que, évidemment, la réalité n'est pas la même dans chaque quartier de Paris. Voilà, un référendum. Si Anne Hidalgo est réélue à la mairie de Paris, est-ce qu'elle a raison de se fâcher ? Vous savez, la mairie de Paris s'est beaucoup battue pour avoir les Jeux Olympiques. Et la région l'a puissamment soutenu, puisqu'on est le deuxième financeur après l'État des Jeux. Ça va être un formidable événement. Maintenant, on a besoin de sponsors privés pour ces Jeux. Et il faut faire attention, parce que si on n'a pas de sponsors privés, ça va être les contribuables qui vont payer des sommes exorbitantes, parce que les Jeux, ça coûte très cher. Donc il faut accepter les sponsors privés. Peu importe la nature de ces sponsors, on sait que la maire de Paris avait aussi refusé... Attendez, la nature de ces sponsors, Airbnb ne fait pas travailler les enfants, pardon de le dire. Non, c'est une société qui a pignon sur rue, qui est partenaire officiel du CIO. Alors sur Airbnb, moi ce que je pense, c'est que oui, il faut réguler Airbnb. Oui, il faut réguler les abus d'Airbnb, c'est-à-dire les gens qui deviennent en réalité des bailleurs, des hôteliers sans les normes des hôtels et qui utilisent Airbnb pour faire de l'hôtellerie. Mais en revanche, moi je crois qu'Airbnb peut apporter aussi aux Français un supplément de revenus et que ce supplément de revenus dans une économie du partage, il a sa place. Donc il faut vraiment essayer de trouver les règles du jeu pour qu'Airbnb ne vide pas Paris des familles, ne vide pas... C'est le cas aujourd'hui. Dans certains quartiers. Aujourd'hui, à Paris et ailleurs. Dans un petit nombre de quartiers, mais il faut savoir qu'il n'y a que 4% des nuitées hôtelières de Paris qui sont faites aujourd'hui par Airbnb. Donc il ne faut pas surévaluer non plus l'influence du processus. Airbnb sera très utile au moment des Jeux. Pourquoi ? Parce que nous allons voir arriver 1 million de personnes en Ile-de-France. Donc les hôtels vont être pleins et les Franciliens qui le souhaiteront pourront mettre en location leur appartement pour accueillir des spectateurs des Jeux. Et là, ce sera un supplément, de pouvoir d'achat pour de nombreux Franciliens. Donc je pense qu'il faut trouver avec Airbnb le bon accord. Pas d'hôtellerie sauvage et, j'allais dire, sans aucune norme et sans aucune charge. Pas d'interdiction, non. Mais pas non plus d'interdiction, parce que le Francilien doit pouvoir échanger son logement sur Airbnb. Un autre sujet qui concerne directement les Franciliens, et pas seulement d'ailleurs, c'est évidemment la question de la voiture. Il y a des chiffres récents qui ont montré la semaine dernière que pour la première fois, le trafic automobile quotidien reculait à Paris et dans l'ensemble de la région Île-de-France. Dans la petite couronne, pas dans la grande. Dans la petite couronne, c'est vrai. Pour autant, la voiture continue d'occuper à peu près 50% de la voirie, en tout cas à Paris. Et parmi les pistes évoquées par Anne Hidalgo, il y a justement l'hypothèse de faire payer le stationnement des automobiles, des voitures au poids, de façon à chasser, en tout cas peu à peu, les SUV qui occupent la voirie de façon assez massive. Est-ce que faire payer au poids le stationnement des véhicules, c'est une bonne piste ? D'abord, il faut se mettre d'accord sur l'objectif. Moi, mon objectif, c'est pas de lutter contre la voiture, c'est d'abord de lutter contre la pollution. Et si on veut lutter contre la pollution, le premier objectif qu'on doit avoir, c'est changer la motorisation des véhicules. Donc, il faut absolument faire tout ce qu'on peut
Et de ce point de vue, pourquoi pas une tarification au poids des stationnements. Il faut faire tout ce qu'on peut pour changer le moteur. Donc c'est ce que la région a fait. Nous avons mis en place une aide pour les artisans, les commerçants, les TPE, pour qu'ils puissent changer de véhicule et acheter des véhicules électriques ou des véhicules au gaz. Je vais vous dire, c'est un plébiscite. On avait mis 1 million d'euros sur la table, on est maintenant à 10 millions d'euros l'année prochaine. Sur cette aide, on va changer 20 000 véhicules et c'est ça l'urgence. Parce que l'urgence, c'est qu'on respire mieux. Et il y a malheureusement en Ile-de-France, et je suis leur voix parce qu'ils n'en ont pas beaucoup de voix qui parlent pour eux, je suis la voix de ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Et ceux-là, eh bien, il faut les aider à changer la motorisation de leur véhicule. Quand les voitures sont silencieuses et non polluantes, je vois pas pourquoi on les condamne. Vous voyez, je vois pas pourquoi on les attaque. Il y aura pas des transports en commun dans tous les villages d'Île-de-France. Et Paris vit aussi beaucoup du travail de ces habitants de la Grande Couronne qui sont aides-soignantes dans nos hôpitaux, qui sont adjoints de sécurité dans la rue, qui viennent travailler dans nos commerces, qui viennent sur les marchés parisiens. Donc il faut que les Parisiens comprennent qu'il doit y avoir une solidarité d'ensemble entre les 12 millions d'habitants de la région. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, invitée du 8h30 de France Info ce matin sur la radio et le canal 27 réunis comme chaque jour. À tout de suite.